Maintenant, on nous entend. Donc, bienvenue sur la chaîne de Domicile Adoré. Aujourd'hui, on va voir le premier portrait de la chaîne qui est le portrait de Pauline. Et donc, du coup, Pauline, enchantée. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots? Genre très brièvement, genre super superficiellement. Ok, Pauline, j'ai 30 ans, j'habite Bruxelles. Ok, euh, donc et Pauline, je suis une amie de Julie. voilà. Euh, En gros, je voulais t'interviewer sur cette chaîne parce que bah déjà, je trouve que tu es hyper inspirante comme fille. Et du coup, je me demandais, donc déjà, est-ce que tu pourrais juste peut-être parler, par exemple, de ton premier boulot Ouais, et peut-être, parce que, bon, je spoil un peu, mais donc Pauline a voyagé un an, c'est ça, au ouais, plus ou Canada. moins, ouais. Et du coup, bah, je pense que c'était un peu le boulot qui t'avait aussi, enfin plusieurs raisons, mais qui a fait partie de ce qui t'a poussé à partir, peut-être. Oui, enfin en tout cas, après coup, Ouais, on se rend un peu mieux compte de peut-être les différents paramètres qui nous ont donné envie de faire telle ou telle chose. Enfin voilà, je trouve que dans ouais. la vie, c'est souvent plusieurs mois, voire années après Mm, qu'on ait fait certaines choses ou vécu certaines choses qu'on y voit un sens ou une cause ou une raison particulière. ok. Mais sinon, enfin voilà, moi à l'époque, donc j'avais fait un master en presse et information à l'IEX. Mhm, Un peu avant d'être diplômée, j'avais déjà commencé à travailler comme pigiste pour RTL Belgique. mhm, Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai travaillé comme journaliste, donc dans l'audiovisuel, principalement pour des émissions pour RTL TVI, via principalement une boîte indépendante, une boîte de production indépendante, et on faisait des trucs pour cette chaîne-là. mhm. Et Et d'ailleurs, t'as pas fait genre un travail de fin d'études au Japon ou un truc comme ça? ouais, bah à l'IEX, on a 2 mémoires Ok. à faire au bout des 5 ans d'études. On a un mémoire théorique, Ouais. donc écrit classique, et un mémoire médiatique. Et là, on choisit si on veut le faire en radio, en photo, en vidéo. Et donc moi, j'avais fait un reportage audiovisuel Mm, avec 3 autres étudiants. Et on avait fait sur l'après Fukushima, donc forcément, on avait été tourné au Japon. mhm. Donc voilà, c'était quand même passionnant comme étude. Ouais. Et est-ce que tu as toujours eu envie de voyager? Enfin, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré quand tu étais jeune ou... Euh, Je me suis jamais dit, tiens, j'aime voyager, ou ah, tiens, je vais voyager. Avec mes parents, c'était toujours en France qu'on Mm, partait en vacances. Alors après, on changeait chaque fois d'endroit, mais c'était assez proche comme destination de vacances. J'ai pas fait de grands voyages avec mes mm, parents. Je dirais que mes premiers voyages, c'était grâce au scoutisme. Donc, une fois qu'on a fait nos années en tant qu'animé, on arrive, enfin voilà, mm, vers l'âge de 16 ans, on a 2 années de, on appelle ça PIO ou Horizon, enfin ouais. ça dépend des unités scouts. Et donc là, j'ai fait une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle la première Mm, année, et puis la deuxième année, 3 semaines en Croatie, dans un village tout paumé dans les mm, montagnes. Ça, je dirais que c'était mon premier entre guillemets grand voyage ok. de 3 semaines loin de chez moi. Et après, oui, de fil en aiguille, avec des amis ou quoi, on faisait des city trips Mm, ou des vacances à l'étranger, ou voilà. Et en fait, j'adore découvrir, apprendre et rencontrer des gens. ok. Donc, le voyage répond à Ouais. ça. Mais je me suis jamais dit, oh, je vais faire des grands voyages dans ma vie. Et c'est quoi du coup qui t'a le plus poussé à faire cette année au Canada? Mais en gros, donc moi je suis partie un an au Canada de septembre 2018 à septembre 2019. Mhm, Et quand je suis partie, enfin, j'avais toujours rêvé d'aller au Canada, mhm, mais j'avais jamais mis un pied là-bas. ok. Et donc voilà, je m'étais toujours dit, ah, un de mes rêves, parce qu'on a toujours plein d'envies comme ça, Mhm, un de mes rêves, ce serait d'aller en touriste au Canada, quoi. Et ce qui m'attirait, c'était et les grands espaces, la nature sauvage et un peu vierge, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas à quel point il y a encore beaucoup de nature vierge, mais ouais.
voilà, l'idée de grands espaces, de montagnes, etc. Et aussi, on va dire, la culture québécoise, quoi. L'accent québécois, c'était mon accent préféré. J'aimais bien un peu la culture québécoise, la chanson québécoise. Je savais qu'ils faisaient beaucoup d'impro aussi. Enfin, j'avais vu quelques T'es une grande fan des cow-boys québécois. Voilà, depuis ma 3e secondaire, j'écoute les Cow-Boys Fringants. Donc voilà, c'était une destination qui m'attirait, mais comme ça, comme on a un truc dans un coin de la tête. Et puis donc voilà, moi je travaillais comme journaliste. À un moment, j'ai une amie de secondaire justement, bon elle n'était plus en secondaire depuis longtemps, mais qui a fait un PVT, donc un permis vacances-travail au Canada et particulièrement au Québec. Après, elle n'est pas restée l'année entière, parce que c'est un permis de 12 mois pour les Belges. Elle est restée, je crois, 10 mois ou 9 mois, enfin peu importe. Et c'était assez mitigé comme expérience, c'était à la fois génial, moi je voyais un peu ses photos, j'étais là, ouais, trop beau, et à la fois, elle est rentrée plus tôt parce qu'elle avait un copain en Belgique, et pour raison X et Y, elle s'est peut-être sentie un peu fort seule là-bas, enfin voilà. Donc c'était une expérience mitigée, mais en tout cas, ça m'a donné une info, c'est que les Belges avaient droit à un permis vacances-travail de 12 mois jusqu'à 30 ans. Et donc ça a commencé à faire son chemin, mais ça c'était déjà, je pense, 3-4 ans avant que j'y aille. Oui, parce que donc il y avait cette amie-là, mais il y avait aussi Marie-Laure et Jules qu'on connaît, qui sont partis encore l'année avant. Donc ah oui, c'est vrai. 3-4 ans avant que je parte, j'ai eu cette info. Et donc ça a mis ces années-là avant de vraiment se concrétiser pour moi. Et disons que j'avais ça en tête, mais après moi j'étais en couple avec quelqu'un qui n'avait pas spécialement envie de faire ce voyage, ou alors finalement oui il voulait faire ce voyage avec moi, il voulait pas forcément, il était pas chaud que je parte un an et que lui reste là, mais en même temps il était engagé dans certaines études qu'il voulait pas laisser tomber. Donc en gros j'ai un petit peu attendu qu'il soit prêt, je crois que moi aussi je sois prête, et puis finalement il y a plusieurs choses qui sont produites dans ma vie. Enfin, j'ai commencé à de moins en moins me plaire dans mon travail de journaliste. Il y avait trop de pression, trop de travail, trop de stress, pas assez de reconnaissance, notamment salariale et même de confort de conditions de travail. Enfin, voilà, différentes choses qui font que je commençais à doucement sur la pente du burn-out, mais sans trop m'en rendre compte. En parallèle de ça, je commençais à m'ennuyer un peu dans mon couple. Enfin, on avait commencé à vivre ensemble et ça n'avait pas forcément ravivé une certaine flamme dans le couple. Et donc, tout ça a fait que, j'ai voulu mettre ça en place, donc le voyage au Canada. Et en fait, je sentais que c'était mon projet. Que c'est quelque chose que quelques années avant, j'avais imaginé pour moi. Et donc, ouais, je sentais que c'était vraiment mon projet personnel. C'était juste pour toi. Et que ça m'ennuyait d'en faire un projet de couple. Alors, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça qui m'appelait à le faire seul, en fait. Et plein de fois, on m'a dit, même des Canadiens, des Québécois m'ont dit « Ah, mais pourquoi t'es venue ici ?» Et je savais pas expliquer, en fait. C'était une évidence. C'était... je sais pas si t'as déjà vécu ça ou pas, mais c'est ces moments où on sent que c'est ça qu'on doit faire, que c'est ça qui nous appelle. Et jusqu'au départ et tout, il n'y a jamais eu de stress de partir, quoi. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et qui projette beaucoup, qui a beaucoup d'anxiété et tout. Mais là, rien, c'était exactement ce qu'il fallait faire pour moi. Et voilà, et donc en fait, j'ai demandé un PVT, donc c'est des démarches à faire en ligne. Et je l'ai eu beaucoup plus vite que ce que je pensais, parce que c'est un peu la guerre, surtout pour les Français, pour les Belges, c'est vrai que c'est un peu moins la guerre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va obtenir l'autorisation de faire la demande de PVT. Et en fait, moi, je l'ai eu très vite, en un mois, je pense. Et c'est pas plus mal parce que ça m'a permis, donc entre le moment où je l'ai eu et le moment où je suis partie, il y a encore 7 mois qui se sont écoulés. Et donc moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps, de préparation psychologique, d'y aller petit à petit et de pas trop rusher, quoi. Et donc j'ai prévenu mon travail. A posteriori, je te dirais que je pense que ça me donnait aussi
une bonne raison de quitter mon travail parce que c'est quelque chose auquel je pensais depuis quelques temps. Une bonne excuse, entre guillemets. C'est ça, c'est genre, ah voilà, en plus je pouvais prévenir bien à l'avance, donc vraiment ça venait pas, tu vois, marcher sur mes principes, et je suis quelqu'un de très loyal et qui respecte ses engagements et tout, et du coup j'ai pu annoncer bien à l'avance que voilà, en septembre je partais vivre, voilà, en tout cas voyager au Canada, et que du coup je partais, et au moins ça... C'était plus facile pour moi aussi de sauter le pas si j'avais ce genre de projet que de dire voilà, en fait je m'en vais. Et puis mais pourquoi et tu vas faire quoi? Je ne sais pas, juste j'ai envie de partir. Non, c'est genre mais je vais vivre au Canada, et alors c'est cool parce qu'en plus en général les gens sont contents pour toi. Du coup ça me donne envie de revenir là-dessus. Déjà je sais que tu as quand même pas mal lu, tu lis beaucoup aussi, et qu'est-ce que tu dirais, quels sont les signes auxquels il faut faire attention? Justement, tu disais que tu penchais vers le burn-out, et quels sont si tu croisais quelqu'un maintenant qui te racontait sa vie au boulot, tu lui dirais de faire attention à quoi? Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, juste je vais dire que moi, je disais à tout le monde, voilà, si je restais 6 mois de plus, je faisais un burn-out. En fait, les gens qui disent ça, ils sont, je crois, déjà moi j'appelle ça burn-out. Après moi, il a été diagnostiqué entre guillemets a posteriori, il a jamais été diagnostiqué à ce moment-là. Mais pour moi, quelqu'un qui se dit oulala, si je reste, je vais être en burn-out, il est déjà en fait complètement en train de trop tirer sur la corde, voire la corde a déjà cassé. En gros, c'est moi, plus d'un jour sur deux, 2 jours sur 3, 3 jours sur 4, en tout cas vers la fin, pas envie d'aller travailler. Donc déjà ça c'est un signe, je pense. Et une sorte de... c'est difficile à expliquer, mais une sorte d'endormissement comme ça. Genre quand t'es au travail, c'est... Peut-être que des psys appelleraient ça dissociation, je sais pas trop, mais c'est ce truc de... Bon allez, je me cravache, mais l'étincelle j'y suis pas, quoi. De vie n'y est pas vraiment. Donc c'est un peu quand tu te fais violence pour faire quelque chose. Et puis moi, en fait, je sais aussi assez clairement d'où ça vient. C'est-à-dire que j'étais consciente de tout ce qui n'allait pas. Souvent on dit oui, ça ne va pas, et ça ne va pas, et ça ne va pas. Mais il nous manque le recul de dire ok, en fait, il faut arrêter ça. Et ça, c'est la difficulté. Mais moi, par exemple, j'ai pas su dire non à un projet que je voulais pas faire. Okay. Ouais. Et j'ai l'impression que... j'ai déjà discuté avec des gens qui ont fait des burn-out et tout ça. Je suis pas la seule à qui ça arrive. Donc ne pas avoir su dire non à un projet que je sentais pas, que je voulais pas faire, que personne ne voulait faire d'ailleurs. Qui était un peu galère, on va dire. C'était une première saison d'une toute nouvelle émission, il n'y avait pas de réalisateur dessus, il y avait vraiment un budget beaucoup trop serré. Et en plus, aussi, un autre truc qui peut être un facteur de trop de pression, c'est que moi j'étais un peu un piston, c'est-à-dire qu'il y avait le producteur, moi j'étais productrice exécutive et journaliste et chargée de casting et line prod et blablabla, donc déjà trop de casquettes, trop de choses à gérer. Et en plus, je travaillais donc avec mes collègues qui étaient monteurs, cadreurs, journalistes ou assistants journalistes, des choses comme ça. Mais j'étais vraiment entre le producteur et eux, sauf que moi je bossais comme eux, avec eux, à leur niveau, on va dire. Mais sauf que je devais... le producteur il avait l'idée d'émission, il la pitchait à RTL, il s'arrangeait sur un budget. Et puis il venait me voir en me disant voilà Pauline, il y a ce projet d'émission, je vois ça un peu comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, et ça doit être... je grossis le trait, mais... Et ça doit être diffusé dans 1 an. On doit avoir l'émission pilote dans X temps, et puis ce sera une diffusion dans 1 an. Et voilà, et tout ce qu'il y avait à faire, je devais le gérer. Et du coup aussi, je devais faire les plannings, aller voir ma collègue monteuse. Voilà, on a budgétisé autant de jours de montage. Oui, mais sauf qu'il y a autant de séquences, autant d'émissions, autant de trucs. Et donc en fait c'était horrible parce que ma collègue qui était aussi ma pote et tout en plus, donc parfois c'est difficile à gérer. C'est-à-dire que le budget était beaucoup trop serré, donc elle n'avait pas assez de jours pour monter ce qu'elle devait monter de manière
je veux dire, pour avoir des conditions de travail correctes Ouais. et pas devoir faire des heures sup gratos. Et donc elle me disait, bah non, ça rentre pas en fait, non, je sais pas faire ça. Et j'étais là, bah oui, mais en fait, on n'a pas le choix en fait, c'est le budget, donc je suis vraiment désolée, mais il faut le faire. Et en fait, c'est horrible parce que je suis exploitée, enfin, les mots sont un peu durs, hein, je veux dire, c'est pas dans l'esprit du producteur ou quoi, enfin, je suis pas en train d'accorder des intentions malhonnêtes à certaines personnes, je suis personne pour savoir ça ou dire ça ou accuser de ça, mais en tout cas voilà, il y avait vraiment des conditions de travail on va dire compliquées, enfin on dit toujours l'argent c'est le nerf de la guerre, hein. Et donc vraiment il y avait cette position de piston entre la production et mes collègues, et je devais les soumettre à un régime de travail beaucoup trop compliqué auquel moi-même j'étais soumise. Je comprends. Et donc ouais, c'était compliqué, et puis voilà, il n'y a rien à faire. Je pense à un truc qui peut jouer aussi, qui peut amener des gens à être petit à petit dégoûtés de leur travail, c'est donc forcément les conditions de travail, mais aussi, enfin, je veux dire, moi j'avais des collègues cadreurs, ils arrivaient, ils taffaient, donc là il fallait que leurs images soient vraiment bien, mais ils rentraient chez eux, ils avaient fini. Moi quand j'arrivais, moi j'étais déjà toujours joignable, donc j'étais quasi joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'y avait pas de coupure entre vie privée, vie pro, enfin tu ramenais tout le stress à la maison, enfin ça aussi c'est un facteur de trop plein après dans ton travail. Et là je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais bah ouais, que du coup oui, donc par exemple moi je travaillais à n'importe quelle heure, enfin ça reste toujours en tête, je devais préparer les tournages, mais une fois sur le tournage je devais aussi taffer et tout, mais après le tournage je devais aussi dérocher les images, décharger les trucs au bureau, nanana. Donc ça s'arrêtait jamais. Et puis moi j'étais payée au forfait, je sais pas, genre 120 € brut la journée, donc ce qui est déjà un salaire pas ouf. Mais j'avais fait un tournage de 12 heures. Et par exemple mes collègues ils gagnaient peut-être 400 balles, ou les cadreurs réals ils gagnent 700-800 balles. Et moi j'étais là avec mes 100 balles, alors que j'avais pas l'impression de moins travailler que, voire l'inverse. Et ça aussi, en fait, ça amène, c'est une sorte d'injustice, de non-reconnaissance. Enfin, moi, je savais pas ça en le vivant, mais il paraît que le salaire, en fait, dans notre esprit, notre affect et tout, c'est aussi considéré comme une reconnaissance, parce que bien sûr, moi, j'avais un producteur qui disait quand les choses n'allaient pas, mais qui disait aussi quand les choses allaient, donc... Enfin, moi, je sais qu'il a toujours valorisé mon travail, mais il faut aussi que le financier suive. Et est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement être heureux, enfin aimer son travail pour être heureux? Je sais pas si je suis bien placée pour répondre à ça, parce que je sais pas si j'ai trouvé... Enfin voilà, moi-même je suis encore en recherche. C'est pas si t'as trouvé un travail que t'aimes vraiment ou... Voilà, c'est ça. Donc je pense que clairement ça peut aider, ouais. Oui, je pense sais. Que clairement aimer ce qu'on fait, c'est... Enfin moi je vois dans le journalisme, j'avais une collègue, vraiment c'était sa came, et d'ailleurs c'était une machine de guerre, et elle travaillait super bien, elle faisait ça super bien, et ça l'amusait. Après par exemple moi je suis quelqu'un d'assez écolo, j'accorde beaucoup d'importance au sens des choses, au sens le sens qu'il y a dans ce que je fais, à quoi c'est utile, le résultat et tout. Et voilà, pour le coup, chacun son truc, mais je veux dire, je travaillais sur des émissions pour RTL TVI, qui est une chaîne que j'ai jamais regardée de ma vie. Je travaillais pour la télé, n'ayant déjà plus à l'époque moi-même la télé, parce que c'était pas mon truc. Enfin, moi j'adorais le côté audiovisuel, enfin j'adorais travailler pour la télé, mais voilà, trop de pression, des conditions de travail trop compliquées, énormément de travail. Moi, j'ai déjà fait des journées de 18h, c'est pas arrivé souvent, mais des fois on terminait à 4h du matin, on avait commencé à 8h. Voilà. Et donc tout ça mis l'un dans l'autre fait que ça m'a dégoûté de mon travail. Après, pendant 3 ans, j'ai été vraiment dégoûtée, il fallait plus m'en parler. Mais maintenant, donc là ça fait 5 ans je crois que j'ai arrêté au moins. Et quand je vois des équipes de tournage ou quoi, maintenant ça me fait quand même un truc. Ou par exemple récemment,
la boîte de production pour laquelle je travaillais est revenue vers moi en me demandant de revenir sur cette fameuse émission parce qu'il faut, comme ils ont dit, pour réutiliser leurs propres termes, il faut un couteau suisse qui soit compétent. Et donc, en gros, ça serait trop bien que ça soit toi. Parce que toi, on sait que tu sais bien le faire. Et franchement, je pense que si j'avais pas eu d'autres opportunités qui m'appelaient beaucoup plus, bon, après, ça m'enchantait pas des masses de retourner sur cette émission qui m'avait un peu dégoûtée, mais enfin voilà, il y a quelque chose qui me titille maintenant quand je repense au travail que c'était, au travail d'équipe. Voilà, il faut juste que ça m'apprenne quelque chose. Il faut que j'en tire des leçons et que je retombe pas dans les mêmes choses qui me conviennent pas. Donc peut-être que c'est pas plus mal que je retourne pas au même endroit sur le même projet avec toujours les mêmes conditions pourries. Est-ce que tu as réussi à dire non facilement quand ils m'ont demandé ça? Ouais. En fait, j'y suis beaucoup mieux mettre mes limites, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus... Enfin, je me méfie aussi du fait que des fois, quand t'as été, on va dire, traumatisé par quelque chose, t'es hyper vite activé et du coup, tu vas répondre... Enfin, contrairement à avant où tu savais pas dire non, par exemple, toujours non, quoi. Enfin, il faut aussi trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça, évidemment. Et donc ici, je me suis dit... il me propose ça. Bon, de un, ça fait quand même plaisir qu'ils pensent à moi et qu'ils sachent, qu'ils me disent que voilà, t'es hyper compétente là-dessus, donc on voudrait que ça soit toi. C'est pas de leur faute personnelle si toi t'as mal vécu des choses non plus. Donc en gros, là, c'est que moi j'étais déjà plus ou moins engagée ailleurs, mais j'avais pas encore signé, c'était pas encore complètement... Et donc j'ai dit très honnêtement, cet été, parce qu'ils demandaient pour commencer, ils m'ont appelé genre en juin pour commencer en juillet, et je dis, moi dans ma tête c'était no way que l'été je travaillais là-dessus, donc j'ai dit cet été non, et fin août je peux te revenir pour te dire si oui ou non. Donc j'ai quand même su être très honnête, très claire, et en même temps me respecter aussi. Et je pense qu'ils ont pris leur devant, ils ont tout de suite pris quelqu'un d'autre. Mais par honnêteté, parce que voilà, ça me convenait mieux, je les ai quand même appelés début septembre en disant voilà, j'ai bien signé de l'autre côté, je suis renouvelée de l'autre côté, donc je ne reviendrai pas. Et ils ont apprécié que je les rappelle quand même pour dire ça, alors qu'ils étaient déjà partis sur ouais, bon, Pauline, c'est bon, je crois, c'est mort. Mais voilà. Et du coup, si on revient sur le Canada, donc tu as eu toute l'expérience journaliste, etc. Puis tu as senti que ça allait briller. Mais clairement, j'étais pas heureuse. Mais finalement, tu as eu 7 mois pour te préparer, enfin plus ou moins 7 mois pour te préparer. T'es partie. Ouais. Et comment tu décrirais ton expérience là-bas? J'ai l'impression d'avoir vécu 15 ans en un an. Ouais. Ça, plein de gens qui, je pense, voyagent le diront, quoi. On vit beaucoup plus de choses quand tout est découverte, tout est neuf, tout est nouvelle rencontre, tout, enfin... Voilà, et qu'on est très libre. Enfin, c'est-à-dire que... Et vraiment, je suis arrivée là-bas, ça c'était très particulier pour moi, parce que déjà, on me demandait pourquoi le Canada, je savais pas trop expliquer, je sentais que c'était juste naturel pour moi. C'était un élan comme ça de vie, on va dire. Et puis, je suis arrivée là-bas, genre j'ai atterri les premiers jours et tout, je me sentais à ma place. Alors que ça faisait quelques mois, voire années, que je me sentais pas trop à ma place, enfin voilà. Donc ça, c'est un sentiment vraiment particulier, assez fou. Et puis, j'ai trop kiffé, quoi. Enfin, et vraiment, à un moment, je disais... à un moment, j'ai fait du woofing dans une ferme et je disais, là, je suis vraiment là où je devais être. Comme je devais être. Enfin, vraiment, j'étais au top, quoi. C'était vraiment il n'y avait pas d'ombre comme ça, tu vois. C'était vraiment... Waouh. Ça veut pas dire que t'as pas des petites emmerdes à gauche, à droite, mais c'est... Tu le sens bien. Ça coule, quoi. C'est trop bien. Donc, voilà. Et du coup, t'as jamais eu envie de repartir? Est-ce que déjà ça a été dur de partir? De revenir de là-bas? Ouais. Ah, ça a été terrible, mais pour plein de choses. Donc je disais, donc les premiers mois et tout, j'étais vraiment là où je voulais être, là où... Enfin voilà, c'était nickel, j'étais au top de ma vie, on va dire.
Et c'est souvent dans ces moments-là que... Enfin bon, j'ai rencontré via les gens de la ferme un gars qui m'a un peu couru derrière, je voulais pas être avec, nanana, j'ai fini par quand même vivre un truc avec. Puis voilà, et enfin en fait j'ai vécu voilà, une histoire avec ce gars, enfin je suppose que tu me feras, enfin tu me demanderas d'en reparler plus tard dans la conversation, mais donc en gros c'est assez dichotomique quoi, c'est-à-dire qu'à la fois c'était le paradis, c'était trop bien, et à la fois d'une certaine manière j'ai vécu petit à petit un enfer. Mais les mêmes ingrédients ont pu amener et au fait que c'était trop bien et au fait qu'après ça m'a ça t'a cassé complètement ouais, détruite. Mais donc en gros c'était une relation toxique. Et tout ça fait que j'ai commencé à me projeter de rester au Canada. Vers le mois de décembre, donc moi je suis arrivée en septembre, vers le mois de décembre j'ai fait une formation spécialement pour ceux qui possèdent un PVT et qui explique un peu quels sont les moyens, enfin les conditions, si plus tard tu veux rester et demander une résidence permanente et tout. Et là déjà, donc ça faisait à peine 2-3 mois que j'étais là déjà ça a commencé à me travailler, je commençais à avoir de l'anxiété en me disant mais en fait si je veux rester il faut avoir travaillé 12 mois temps plein pendant les 24 derniers mois, hors moi tout mon permis c'est 12 mois. Enfin, là déjà je commençais à... dans ma tête ça commençait à tourner de si je veux rester, est-ce que... non. Et donc très tôt la question s'est posée de comment je vais faire à la fin de mon PVT parce que je sentais que j'avais peut-être pas envie de rentrer. Sauf qu'en plus de ça c'est mis une séparation avec ce gars qui m'a... Enfin la relation était tellement toxique et tout que j'ai fait une dépression. Donc en fait j'étais vraiment en 1000 morceaux. J'étais vraiment comme un vase que tu jetterais par terre et puis... ou un collier et puis t'as un milliard de perles étalées et il va falloir prendre blindé de temps pour les remettre ensemble. Et ça ressemblera de toute façon jamais plus à ce que c'était avant. Je me sentais vraiment comme ça, c'est hyper imagé mais c'est vraiment comme ça que j'ai vécu. Et du coup, en plus, psychologiquement, psychiquement, j'étais déjà pas... c'était déjà compliqué. Et en plus de ça, devoir réfléchir à comment je fais pour avoir un permis, pour prolonger mon truc. Enfin, donc j'ai eu tout ça en même temps. Mais en gros, pour moi, rentrer en Belgique, c'était la mort. Okay. C'était horrible. Je voulais rester là-bas, mais en même temps, ça n'allait pas. Ma mère a commencé à avoir des problèmes de santé. Voilà, et donc en fait, vraiment à contre-cœur, vraiment comme ça, tu sais, comme... Enfin, imagine, on te tire et toi avec tes pieds tu pousses pour pas avancer. C'est comme quand je prends mon chat. Voilà, je suis rentrée en Belgique. Et pour te dire, c'était tellement horrible, enfin tu le sais, mais je suis rentrée en Belgique, 2 mois après, je suis retournée pendant 2-3 semaines parce qu'il fallait que j'y retourne, parce qu'il fallait que je retourne à l'endroit, que je revoie les gens, que je dise au revoir. Proprement, entre guillemets, parce que bon, j'étais toujours en dépression évidemment, mais parce que quand je suis partie, ça n'allait tellement pas. Bon, j'ai quand même fait une soirée d'au revoir et tout, mais je veux dire, c'est tellement compliqué et horrible ce que je vivais, et tellement, enfin jusqu'à la dernière minute, je savais pas si j'allais prendre cet avion. Et ça s'est rejoué pareil 2 mois après quand j'y suis retournée. Jusqu'à la dernière minute, j'arrivais pas à me décider si je prenais ou pas cet avion. C'est-à-dire que finalement... Je me souviens en fait. Ouais, mon dernier avion retour... Enfin, je veux dire, j'ai dû appeler un taxi en urgence qui a roulé comme un pété pour l'aéroport et je suis rentrée dans l'avion et on décollait juste après. Donc, je veux dire, ça a été compliqué. C'était un déchirement. Et en plus, donc non seulement c'était un déchirement, donc je ne voulais pas quitter ce Canada et plus particulièrement le Québec, quoi, c'est plutôt au Québec. Et en même temps, tout me faisait horreur en Belgique, quoi. Parce que j'avais plus rien qui m'attendait puisque j'avais un métier avant, mais que là j'étais vraiment dans un mode ça me dégoûte. Et d'ailleurs pendant 3 ans j'ai évité les gens. C'est-à-dire que je n'ai plus revu mes collègues qui étaient mes amis. J'ai pas répondu à des messages. Quand mon producteur venait un peu voir si j'étais toujours au Canada ou pas, enfin je dis mon producteur mais je veux dire mon ancien patron venait voir où j'en étais, est-ce que je faisais un peu la morte et tout, enfin c'était vraiment il faut dire que j'étais pas en état, j'étais en dépression profonde quand je suis rentrée en Belgique, mais et voilà, donc ça a été compliqué le retour en Belgique et de quitter
ça, parce qu'en fait, malgré le crash et la relation toxique et tout, enfin, je veux dire, cette relation aussi m'a permis de vivre des trucs vraiment particuliers. Sans doute que si j'avais pas été en couple ou si j'avais pas vécu avec des Québécois et tout ça, j'aurais pas vécu mon PVT de la même manière non plus. Ok. Bon, tu me vois venir un peu, mais du coup, tu parles de relations toxiques, donc avec ce gars que tu as rencontré au Canada. Et bon, je pense que c'est un peu ce qu'il y a, même s'il y avait plein d'autres raisons aussi, que ça a fait tout un micmac, mais c'est un peu l'élément déclencheur de la dépression. Totalement. Et donc, est-ce que tu te sens d'un peu expliquer ça ou pas du tout? Oui, mais de toute façon, comme j'ai dit à une amie qui a connu ce gars, parce qu'à un moment vers la fin, donc en août 2019, j'ai 2 amis de Belgique qui m'ont rejoint dans l'ouest américain, j'allais dire, dans l'ouest canadien, pour un voyage. Et comme ce gars s'est incrusté dans notre voyage, elles l'ont côtoyé, elles l'ont vécu, tout ça. Et comme j'ai expliqué à une des deux, autant que ce que j'ai vécu puisse servir à d'autres et mettre en garde d'autres personnes. Et c'est vraiment un truc que... Enfin, c'est tellement horrible de vivre ça que forcément, si ça peut éviter ce genre d'écueil à d'autres, j'en parle, quoi. Donc voilà, c'est pas, j'en parle pas parce que ça me fait plaisir d'en parler, Ouais, je me doute. mais parce que je pense que c'est important et nécessaire. Parce que justement, moi je voulais parler aux gens de Tant pis pour l'amour qui est là. Ouais. Et que donc, tu m'as fait découvrir. Voilà. Donc en fait, c'est un roman graphique de Sophie Lambda. Et donc c'est justement sur une relation toxique avec un manipulateur. Je vous montre un peu quelques dessins. Et du coup, en fait, moi j'avais un peu découvert cette BD par hasard, quoi. Parce que je lis beaucoup et puis je l'avais vue en librairie. Mais du coup, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait penser à l'expérience de Pauline. Et du coup, comment est-ce que c'est possible de se faire embarquer dans une relation avec un pervers narcissique ou manipulateur, ou peu importe comment on l'appelle, dans une relation toxique avec... Ouais, c'est vraiment particulier parce que moi, on m'a déjà renvoyé plein de fois hein, toi, mais trop bizarre, pourtant t'as l'air d'avoir full caractère. Et puis parfois, quand des gens me connaissent pas bien et qu'ils me rencontrent les premières fois, ils sont là, putain, au début, genre des gens m'ont déjà dit tu me faisais un peu peur, ou bien t'avais l'air un peu imposante, ou des choses comme ça, alors que moi c'est pas du tout comme ça que je me vois. Et enfin, même des fois, je suis là, oh non, je veux pas qu'on me voie comme ça. Mais, et que, donc on m'a déjà renvoyé, putain, toi, mais c'est trop bizarre, enfin... Comme si on me croyait pas. Ou comme si on me disait, bah si t'es rentré là-dedans, c'est que t'avais envie de rentrer là-dedans, alors, enfin voilà. Mais en fait, c'est super tricky comme truc, c'est super vicieux, c'est le principe même, quoi. Mais comment c'est possible déjà, pourquoi ces gens viennent vers toi? Donc moi, je te disais, j'étais au top de ma life, franchement. Et en fait, ces gens le voient, le sentent, et ils veulent ça. Et une manière pour eux de l'avoir, c'est d'essayer de t'avoir toi et de te vampiriser ce que t'as et ce que eux n'ont pas. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on m'a déjà expliqué dès le début quand j'ai été voir des psys après. Et puis en fait, je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste du sujet, donc il y aura plein d'articles, des bouquins et tout qui vont l'expliquer bien mieux que moi. Mais c'est une manipulation petit à petit. Donc moi c'est un gars voilà, que j'ai croisé par hasard, enfin il connaissait les gens de la ferme où je faisais du woofing. Un jour on s'est croisés, il nous a tout de suite dit ah mais venez prendre l'apéro chez moi, non. Donc il parlait avec les gens de la ferme, moi j'étais plutôt à jouer avec ses enfants, donc j'ai même pas trop calculé le gars, il me plaisait pas du tout et tout, enfin voilà. Et en fait c'est des gens, enfin dans mon cas, mais je sais que je peux un peu généraliser, ils vont venir vous chercher même si vous voulez pas qu'ils viennent, si tu veux pas qu'ils viennent te chercher. Donc ils ne lâchent rien. C'est des gens, ils veulent un truc, ils vont l'obtenir. Et ça, la psy que j'avais été voir à Montréal m'avait tout de suite dit, j'ai fait que 3 séances, mais dès la première séance, elle m'avait dit, ils vont essayer toutes les portes.
Ça marche pas. Ah, bon, je vais essayer. Ah, ça marche pas. Ah, je vais essayer. Ah, je vais essayer. Hop, voilà. Et en plus, moi, je suis quelqu'un quand même, on pourrait dire de bien éduqué, donc je suis assez diplomate, nan. Puis, bon, voilà, on m'a pas spécialement appris à m'écouter, à dire non. Non, c'est. Tu vois, tu te développes un peu en tant qu'enfant en mode. Bah, je veux faire ce qu'on me dit, enfin, je veux un peu faire plaisir. Après. Faire plaisir aux autres, quoi. Oui, après, ça m'empêchait pas. Oui, je peux avoir du caractère. Oui, j'ai pu être une élève rebelle ou indisciplinée ou des choses comme ça, mais. C'est-à-dire que moi, les psys m'ont bien expliqué la différence, c'est que je vais dire non. Mais si mon non n'est pas entendu, qu'on marche dessus, on s'en fout et on vient quand même, moi, j'ai clairement à ça un aussi. moment, il n'y a plus personne. Il y a plus le personne. non, Il y a le non plus est de fini. défense. Voilà, donc c'est-à-dire que. Enfin, je dis, si jamais quelqu'un veut s'en prendre à moi, j'ai travaillé là-dessus, ça va mieux. Et on ne peut plus marcher sur mes noms parce que, évidemment, maintenant j'ai un putain de radar. Donc ça a évidemment changé ma vie et c'est pour ça aussi que je veux en parler. C'est que des fois, il suffit de voir les signes, les red flags, comme on dit, les drapeaux rouges, quoi, qui disent attention, attention, danger, cette personne, pas une bonne personne. Et donc évidemment, maintenant, si je dis non et qu'on n'entend pas mon nom, je vais faire wow. Enfin, je vais un peu mettre plus le haut là que. Voilà, mais avant, enfin, je savais même pas que ça existait des gens comme ça. Déjà, ça m'a pris tout un temps après pour accepter l'idée que des gens aussi pourris, enfin qu'un truc aussi malsain existe, quoi. Ça m'a complètement, à un moment, j'étais complètement déprimée par rapport à l'espèce humaine. Je comprends, donc voilà. Et mais, est-ce que tu donc penses comment que ça se fait, je sais pas, mais en tout cas, c'est des gens. Ils arrivent à leur fin, ils vont vous prendre par n'importe quel côté. Moi, c'est la psy qui m'avait dit ça. Vous avez un côté très conciliant, donc pas du tout trop radical ou trop à marcher sur l'autre, ou très conciliant, arrondir les angles, voir si on peut pas trouver des compromis et tout. Et du coup, c'est super facile d'aller tirer là-dessus et d'obtenir au final tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, c'est vraiment en me lâchant pas. Ils me laissaient pas d'espace. Donc déjà, un truc de fou que je t'avais déjà dit, c'est que... Mais ça, je m'en suis rendu compte après, en pleine dépression, des mois après l'avoir fui et tout, c'est que je tenais un carnet de voyage. Première fois dans ma vie que je me dis, je vais tenir un carnet de voyage. Et non seulement du jour où j'ai rencontré ce gars, je n'ai plus pris de notes dans mon carnet de voyage, ce qui est quand même fou. Enfin, après, je reprends mon carnet de voyage et je vois que ça s'arrête. Et qu'est-ce qui était dans la dernière page ? Je parlais de ce gars et j'avais mis ce type, je ne le sens pas. Donc j'avais écrit noir sur blanc, ce type est hyper insistant, chelou. Donc je l'ai ressenti, je l'ai pensé, je l'ai écrit noir sur blanc. Et ces gens sont tellement forts, enfin je sais pas comment ils font pour... c'est de la... je sais pas comment dire, c'est pas de l'aliénation, hein, c'est pas du tout ça, mais ils vous laissent plus... C'est comme s'ils te vampirisaient et puis qu'ils prenaient toute la place. Mais en fait, dans le livre, ils expliquent aussi que comment est-ce qu'ils arrivent à t'avoir au début, c'est un peu... il y a la période un peu love bombing. Il y a love bombing. Donc déjà, au début, c'est la partie séduction. Mais c'est de la séduction oui, c'est ça, c'est super... Donc, c'est-à-dire qu'ils voient chez toi des choses qu'ils veulent. Et donc, ils vont te séduire, non pas pour t'avoir toi, mais pour avoir ta fascination, ton respect et toutes les choses que tu peux leur apporter. Parce que finalement... le gars, il m'a soutiré plein de choses. Mon énergie, mon temps, mon travail. Parce qu'à un moment, il voulait que je travaille pour lui. J'ai dit non, je veux pas être avec toi, j'étais avec lui. J'ai dit, je suis avec toi, je veux pas travailler pour toi. J'ai été avec lui et j'ai travaillé pour lui. Et puis, les deux, et puis il voulait que je vive avec lui. J'ai dit, bah non, je veux pas vivre avec toi. Finalement, je fais les trois. Hein, donc, il vous amène là où vous voulez pas aller. Et en plus, vu de l'extérieur, vous pouvez sembler complice de ça, quoi. Et bien avec ça. Enfin, en fait, ils pensent à votre place, c'est super compliqué. Et ici, ils disent 30 critères pour identifier un manipulateur. 1. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié et de l'amour. 2. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, ne doivent pas changer d'avis, doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Oui, mais ça, il va jamais le formuler comme ça. C'est un truc qu'on va sentir
un peu, mais c'est tellement flou que parfois c'est difficile à identifier. Ok. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins, courtoisie, humanisme, solidarité, antiracisme, gentillesse, générosité. Oui. C'est quoi ça en fait, je comprends pas. Par exemple, moi j'ai besoin d'être loyale, ou j'ai besoin d'être honnête, ou d'être bienveillante. Bah, il va tirer là-dessus. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce que tu disais juste avant. Et donc si tu fais pas quelque chose qu'il veut que tu fasses, il va te faire te sentir mal. Tu vois, ça c'est de l'égoïsme, hein, mais bon. Tu vois, ah c'est pas sympa, ah c'est non. Et ouais, c'est super tricky quoi, c'est super discret, mais en fait mais ça rejoint le point 1, culpabilisation, parce que finalement ils marchent sur la culpabilisation. Ils ont trois piliers. La culpabilisation, la peur et... Attends, parce que j'avais pris des notes à l'époque, je m'étais renseignée. Oui, non, d'abord le doute, puis la peur et puis la culpabilité. Enfin voilà, c'est ces trois piliers. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique, dévalorise et juge. Il peut être jaloux. Ouais, il critiquait blindé des gens que pourtant on m'avait présenté comme étant ses super amis quoi. En fait, il bitchait sur tout le monde. En fait, déjà ça c'est un signe. Les gens qui sont malhonnêtes en fait. Déjà de base. Oui mais c'est sûr. Ouais. Alors il utilise les flatteries pour nous plaire, ça c'est dans le love bombing j'imagine. Ouais. Fait des cadeaux ou se met soudain aux petits soins pour nous. Ouais, et ça c'est super gênant en vrai. Ouais. Ouais, j'étais super gênée, j'étais super mal à l'aise, j'ai pas demandé ça en fait. Ouais. Mais bon. Ok. Il joue un rôle de victime pour qu'on le plaigne. Ouais. Maladie exagérée, entourage difficile, surcharge de travail. Exact. Il y a toujours le triangle, c'est le triangle victime, bourreau, sauveur. Moi, quand je l'ai rencontré, ce gars-là, par exemple, c'était genre, son ex, c'était vraiment... Enfin, ou la fille qui fréquentait encore, mais il allait la quitter parce que vraiment, ça ne va pas. C'est une horreur. Et donc, pauvre victime, sa meuf de l'époque, c'était son bourreau, et moi, j'étais son sauveur. Mais sauf que c'est... La roue tourne, comme on dit. Ouais. Voilà. Mais oui, il y a ce triangle-là. Ok, il se démet de ses responsabilités en les reportant sur les autres. Ouais, mais ça, pareil, j'aurais lu ça à l'époque, j'aurais pas vu. C'est après que je vois. Mais... Ouais, mais clairement, c'est toujours facile. Hein. Et puis, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu... Parce que là, en fait, dans cette BD, elle explique vraiment sa propre expérience avec un pervers narcissique. Où carrément, à un moment, il y a des scènes de violence. Enfin, elle se fait vraiment violenter. Et puis, le lendemain, le gars arrive comme une fleur. Justement en mode love. Oui, et c'est comme ça que ça entretient le cercle vicieux et qu'elle est complètement dépendante de lui. En fait, elle devient vraiment complètement dépendante de ce gars, quoi. Oui. Alors évidemment, tu me demandais comment c'est possible de tomber là-dedans et tout. Ça fait écho à ta question tout à l'heure, parce qu'évidemment, si on est quelqu'un aussi d'un peu dépendant affectif, on est une super proie, évidemment. Parce que vous vous attachez à l'autre, enfin tu t'attaches à l'autre et tout. Et donc, c'est pas forcément que tu vas lui trouver des excuses, mais tu vois, je disais, ils ont trois piliers, le doute, la peur et la culpabilité. Ben, la peur, c'est par exemple la peur que ce soit fini en fait. Parce que parfois, il y avait des choses que je ne disais pas, ou que je ne faisais pas, ou que justement je faisais, parce que sinon, conflit, déjà si t'es quelqu'un qui aime pas les conflits, c'est ça, quoi. Tu vas tout le temps les éviter, sensible, donc c'est super, bien éduquée, dépendante, affective, et tu n'as pas les conflits. Tu as une petite lampe au-dessus de toi. Ouais, mais évidemment, ils sentent ça. Hein, ils sentent ça super bien, chez qui ils peuvent s'accrocher. Et puis, ils voient aussi, c'est des gens qui sentent très bien là où ils pourraient être démasqués. Alors ça, tout d'un coup, ils vont disparaître. Parce qu'à un moment, j'ai une amie qui est venue vivre avec nous. Pendant 2 mois, il était quasi jamais là. Parce qu'en fait, je pense qu'il a senti qu'elle pouvait le démasquer. Enfin bref. Mais donc là, je fais une digression. Mais... Mais oui, il y a des critères pour les reconnaître. À l'époque, donc moi, quand j'étais rentrée du Canada, j'avais quand même regardé quelques vidéos pour savoir. Et je peux partager mes notes éventuellement. Mais en gros, c'est si tu finis par faire des choses que de base t'aurais jamais fait ou qui vont à contresens de ce que tu trouves bien. Donc par exemple, typiquement à Vancouver, dans l'ouest canadien, quand mes potes étaient là, à un moment, on avait rendez-vous avec elle dans un parc. Et on n'est jamais arrivé à ce rendez-vous.
parce que aussi il divise pour mieux régner, donc évidemment il a tout fait pour casser mon amitié avec mes potes, mais je veux dire, on n'est jamais arrivé à ce rendez-vous, et moi pendant ce temps-là je devais rassurer mes potes, oui on arrive, oui si, nanana, et finalement on leur a posé un sacré lapin, mais genre de 2-3 heures quoi. C'est des choses que je n'aurais jamais faites moi. Et pourtant je me retrouvais complice de ça, parce qu'en fait j'étais coincée avec lui, et donc ça peut être un signe. Le flou, c'est jamais clair. Plein de fois je lui disais non mais t'as dit ça mais je comprends pas. En plus l'incohérence aussi, il était totalement incohérent, donc des fois je lui pointais le doigt sur mais ça c'est pas cohérent en fait. Ça ne va jamais s'éclaircir, ça ne va jamais être clair. Ça peut être des signes aussi. Il entend pas votre nom, ça très clair. Enfin, et en fait par après je me suis dit toujours regarder comment les autres se comportent avec d'autres gens, parce qu'en fait ils vont toujours faire pareil avec vous. Et je le voyais pas honnête avec d'autres gens, je le voyais pas, enfin je trouvais que dire des crasses derrière le dos d'un super ami, enfin t'es là mais je comprends pas, c'est pas cohérent, enfin voilà, il y a quand même des choses qui peuvent alerter quoi. Ok. Mais et du coup là tu t'es revenu du Canada. Cette histoire t'avait détruite. Enfin, t'avais perdu complètement confiance en toi. Ah non, je voulais mourir. Ouais. Voilà. Autant le dire tout de suite, il n'y avait plus personne quoi. Tout était un enfer. Enfin, je veux dire, la dépression a duré bien 1 an et demi, la dépression profonde 1 an. Il faut savoir que pendant 1 an, à chaque seconde, c'était une lutte d'être en vie quoi. C'était vraiment compliqué. Et qu'est-ce que tu donnerais comme, enfin, du coup, vu que maintenant t'as quand même réussi à sortir de cette dépression, en tout cas de la dépression profonde. Oui, voilà, ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui passent par là maintenant? Courage. Déjà, non mais c'est vrai. Parce que voilà, des fois les gens qui l'ont pas vécu ou qui n'ont pas connu des gens qui l'ont vécu, on leur dit ah oui elle est en dépression, ah oui. Et puis après on voit la personne en société, on est là où ça a l'air d'aller. Non franchement c'est une horreur, c'est horrible à vivre, donc déjà je vous comprends, courage. Dans la vie c'est des cycles. Un jour ça va passer. Il faut du temps. Il faut de l'aide. Moi, j'ai vraiment eu le réflexe. Donc, en gros, ce gars, je l'ai fui sur l'île de Vancouver un matin. Je me suis enfuie avec mon sac à dos, avec mes potes. Et après, quelques jours après, je suis rentrée à Montréal. Là, je mangeais plus, je dormais plus, je faisais que pleurer. Là, je me suis dit, bon, Po, t'es en dépression, appelle une psy. Mais franchement, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, moi, j'aurais pas pu m'en sortir toute seule. C'était ma bouée de sauvetage. Ça veut pas dire qu'ils vont nous guérir à notre place, ça veut pas dire que ça va être facile, mais ça aide quoi. Mais c'est-à-dire que moi, de mon point de vue, je n'avais aucune autre solution. C'était au secours, aidez-moi. Et donc je pense que c'est bien d'aller toquer à la porte de quelqu'un qui est formé et dont c'est le métier et qui en plus est totalement objectif quoi. C'est pas quelqu'un qui projette des choses sur vous, c'est pas un ami, un parent. Il est complètement neutre et en plus il est formé. Enfin, par exemple cette première psy, c'est incroyable tout ce qu'elle m'a dit en 1, 2, voire 3 séances. Finalement tout s'est confirmé. Elle était droit dans l'huile. Alors là vraiment, en fait moi j'ai eu du bol parce que j'ai vu 3 psys et c'était toutes des bonnes psys et celles qui me parlaient quoi. Et du coup ça m'a tilté parce que quand tu dis tu l'as fui sur l'île de Vancouver, comment est-ce que tu peux parce que je sais que toi tu me l'as déjà dit mais j'aimerais pas que tu le dises, genre qu'est-ce que tu peux faire si t'es en relation toxique avec un manipulateur? Ouais, après moi j'ai su ça après, quand j'ai été voir des psys. Je sais. Et notamment cette psy de Montréal qui m'a dit ce que vous avez vécu, c'est de la violence psychologique, c'est de la violence conjugale, c'est de la manipulation, c'est du harcèlement moral, blablabla. Elle a mis des mots dessus, moi j'étais là, bon,
Mais pas du tout. Puis ça fait Déni. son chemin et puis un jour tu tiltes. Mais en gros, qu'est-ce que je dirais Du coup, ouais, je pourrais juste expliquer le contexte. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Pourquoi la victime, parce que finalement il y a un bourreau, une victime, mais finit par... Moi, dans mon cas, pourquoi je me suis enfuie Parce qu'il s'en est pris à d'autres gens que moi. En fait, tant qu'il s'en prenait à moi, c'était trop compliqué à gérer. Mais il s'en est pris à des amis, à mes amis, à notre amitié. Il a d'ailleurs réussi à détruire une des deux amitiés. Mais... Et en plus, il était déjà dans une apothéose. Enfin, c'est-à-dire que mes potes, elles étaient là, mais... Enfin, elles se sont dit, mais qu'est-ce que tu fous avec lui ? Et j'étais là, non, mais vous comprenez pas, c'était pas comme ça. En fait, au début, love bombing, séduction, non. Et alors, petit à petit, il va vous amener dans de l'engagement, plus en plus d'engagement. Et quand vous êtes bien coincé, donc souvent, les psys m'ont dit, souvent c'est 10 ans, 2 enfants, donc vous, juste 10 mois, franchement, bravo. 10 ans, 2 enfants. Enfin, toi, il t'amène à l'engagement dans la relation. Et du coup, t'es un peu coincé, donc en fait, tu vas tout faire pour quand même être conciliante et non, sauf qu'en fait, tu te fais détruire. Et tout ça pour dire qu'il était en plus à une apothéose, donc plein de fois. Enfin, moi, en fait, la vraie fois où je l'ai quitté, où je me suis enfuie, c'était la 3e fois que je le quittais. Et il faut savoir qu'avant, pendant l'année, j'avais déjà fait 3 fois mes bagages chez lui. C'est-à-dire que tout d'un coup, il me faisait passer pour une tarée, une folle et tout. Et du coup, ça marchait. Je me disais, bah oui, c'est vrai, c'est complètement irraisonnable de faire comme ça sa valise et puis de se barrer. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait pleurer, qui m'a mise dans des états que j'ai jamais eu de ma vie. Enfin, c'est-à-dire que c'est un truc de fou. Et donc, du coup, c'est... En plus, là, maintenant, il s'en prend à quelqu'un d'autre, il s'en prend à des amis. Et donc, j'ai réussi à m'enfuir. Mais ce qui a marché, donc pour répondre à ta question, quoi faire pour fuir. Donc déjà... de 1, c'est fuir. De 1, c'est fuir. Et de 2, c'est couper les ponts. En fait, les potes, elles m'ont dit, ok, on veut bien que tu continues le voyage avec nous, à 2 conditions. De 1, tu bloques de partout. De 2, tu nous en parles pas plus que 15 minutes par jour, parce que ce type, on peut même plus le voir en peinture. Et en fait, c'était génial qu'elle m'ait dit, t'es obligée de le bloquer de partout. Parce qu'évidemment qu'il m'a harcelée. Je veux dire, le harcèlement, c'est c'est une de leurs techniques. Enfin, c'est ça qu'ils font, c'est du harcèlement moral. Et c'est pour ça aussi qu'ils arrivent, tu me demandais, ta première question, comment c'est possible. Parce qu'en fait, ils vous inondent tellement, ils vous lâchent tellement pas que vous savez même plus penser ni ressentir par vous-même. Ils vous coupent complètement, ils vous vident, ils vous épuisent. En plus, quand tout va bien, tout d'un coup, il vient avec un truc qui va pas et hop, avec un conflit. Donc en fait, vous êtes tout le temps anxieux, vous êtes tout le temps sur vos gardes sans vous en rendre compte. Et donc, ils nous vident de notre énergie, quoi. Ils nous vident, en fait, tout court. Moi, j'étais vraiment un truc vide, quoi. Et donc, il faut fuir, il faut couper les ponts. Et alors, s'il vous doit quelque chose ou que, de un, il vous le rendra jamais, il faut abandonner. Il faut... et jamais essayer de lui faire comprendre ou de lui faire reconnaître ou... Wow, vous parlez à un mur, quoi. Enfin, moi, tous les psys m'ont dit, parce que j'étais là... ça m'énerve, je voudrais qu'il se rende compte, quoi, parce qu'il changera jamais s'il le sait pas, il faut qu'il travaille sur lui. Les psys m'ont dit, mais non, mais ça c'est... Parce qu'il y a une différence entre être un peu manipulateur, être toxique, être manipulateur toxique, enfin, quoi que ça, je crois que c'est plus ou moins pareil que pervers narcissique, mais pervers narcissique, les psys m'ont bien dit, c'est une maladie mentale. C'est une psychopathie, ce sont des psychopathes, et donc c'est très grave de dire que c'est perversion narcissique. Et donc en fait, c'est des cas désespérés. En fait, c'est des gens qui justement n'ont pas cette capacité de se remettre en question. Enfin, ça n'ira jamais. En fait, c'est ça qui est horrible. C'est que tous les psys s'accordent à dire qu'on ne peut pas soigner une personne comme ça. Et est-ce que tu penses qu'ils s'en rendent compte au fond d'eux-mêmes? C'est-à-dire que quand il est face à moi, qu'on est en train de manger, qu'il dit tout va bien et tout, et puis qu'il fait excuse-moi, j'ai Annick qui m'appelle, et qui est supposé être son ex, supposément son ex, et qu'il prend le téléphone et que là il lui dit oui ça va, et qu'il ment éhontément. Enfin, je veux dire, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il est en train de mentir et de me tromper, et de mentir et de tromper l'autre fille, par exemple. Donc il sait ce qu'il fait. Après, est-ce qu'il sait qu'il est pervers narcissique ? Le truc, c'est que dans la perversion narcissique, il y a
la paranoïa, c'est-à-dire qu'ils victimisent toujours, c'est toujours les autres, c'est jamais eux, toujours les autres, il y a toujours un problème. Et peut-être que, sans doute, que des fois, ils finissent par croire ce qu'ils se racontent. Mais en même temps, il y a quelque chose de, quand vous êtes tout mal, enfin moi, je me rendais compte, hein. Des fois, ils me mettaient dans des états pas possibles, et je voyais dans son regard, au fond de son regard, une jouissance comme ça. Donc, c'est aussi des gens, en tout cas, pour ce qui est des parents narcissiques, qui jouissent de... Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est vous séduire pour avoir votre fascination, c'est-à-dire pour se sentir important et dominé, et détruire l'autre. Enfin, le marquer. Enfin, en tout cas, quand j'avais été voir la première psy à Montréal, elle m'avait conseillé un bouquin. C'est Le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen, je sais pas comment on prononce. Et bon, comme tu vois, je m'étais arrêtée là au 4-5e, enfin, j'ai jamais tout lu. Mais un truc qu'elle explique, c'est qu'en plus, ils veulent marquer la proie, c'est-à-dire que on a proie ou bourreau, on a les mêmes blessures, c'est une blessure d'amour, on a un vide ici, quoi, enfin, pour parler de manière imagée. Et nous, en tant que... Enfin, soit on va développer je veux faire plaisir pour être aimée, je veux être bienveillante, je veux de l'harmonie, je veux nanana. Soit on va développer les autres vont m'appartenir, comme ça je les aurai toujours sous le coude, quoi. Et donc, pour eux, une manière de... Enfin, voilà. Après, est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de développer telle stratégie pour... Je sais pas. Faudrait demander à un professionnel, quoi. Mais j'avais vu... Mais il est conscient qu'il est en train de mentir, il est conscient que s'il parle à 10 personnes, il y aura 10 réalités différentes. Ça, il sait. Il sait. Et il est conscient qu'il est en train de vous isoler de vos amis, l'air de rien, comme ça, il le sait. Maintenant, je sais pas à quel point il a du recul sur ça, parce qu'ils n'ont pas de recul apparemment sur eux-mêmes. Donc, Parce que j'avais vu, j'avais entendu dans un podcast justement sur les pervers narcissiques, c'est des vieilles stats à la con, hein, que 10% de la population serait pervers narcissique. Bah, tu vois, moi j'ai lu 3. Après, moi je lisais 2 à 3%, et j'étais là, no way, il y en a plus que ça, parce que j'ai l'impression d'en repérer tout le temps, quoi. Ouais. Après, peut-être pervers narcissique, parce que comme on a dit, c'est des psychopathes, hein, c'est des psychopathes. C'est moi, un je truc me dis, super une grave. personne sur 10 c'est pervers narcissique, dans quel monde nous vivons? Mais d'être un peu manipulateur et un peu toxique, peut-être que c'est 10%. Ouais, c'est ça. Peut-être, ça je sais pas, pareil, il faudrait demander à un spécialiste. Tu peux être manipulateur et un peu toxique sans avoir vraiment une psychopathie, quoi. Oui, ben déjà tout le monde peut faire de la manipulation. Ouais, bon, après, on est tous un peu manipulateurs en soi. Narcissique, bah oui, il y a aussi des niveaux différents. Après, les manipulateurs toxiques, c'est quand même un fléau, quoi. Ouais. Enfin, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y en a plein en vrai, mais voilà, je sais pas. Moi, j'avais lu 3%, toi 10%. Ouais, ok. Après, on vit dans une société, ça a été étudié, qui amplifie ces phénomènes, parce qu'on est une société de l'individualisme, de la compétition, de toujours tirer profit de tout le monde et de tout. Voilà, avec les réseaux sociaux, maintenant. Le patriarcat n'aide pas, parce qu'il y a des femmes perverses narcissiques, bien sûr, mais c'est quand même un truc dans le patriarcat qui est quand même pas mal. Et ça vient pas de moi, hein, j'ai lu ça dans les trucs, quoi. Mais donc, ça va pas en s'améliorant, je pense, en tout cas. Okay. Si j'ai bien retenu ce que j'ai lu. Ok. Et du coup, donc là, t'as développé un radar, quoi. C'est quoi les premiers signes que tu vois pour détecter un manipulateur? Le principe même, c'est que normalement, ils sont pas trop détectables, quoi. C'est le principe même, sinon ça marcherait pas. Et c'est ça qui est très dur, je fais une mini digression, et c'est ça qui est très dur pour les victimes aussi, c'est que l'entourage ne va pas le voir, parce qu'au contraire, c'est des gens qui ont l'air super intelligents, ils ont l'air trop cool, et d'avoir des valeurs de fou, tu vois. Et moi, il avançait toujours, je cherche l'harmonie, il faisait du yoga, de la méditation, du truc, tu te dis, bonne personne. Bon, bref, ça veut rien dire. Hein. Mais disons que... déjà, un red flag, c'est tout ressenti. Mais pour ça, il faut apprendre à un peu s'écouter. Quelqu'un avec qui on ne se sent pas à son top,
ou pas à l'aise, ou... Déjà, ça, c'est pas bon signe. Qu'il soit pervers narcissique ou pas, c'est déjà pas bon signe. C'est pas sain pour, comme relation. Si à un moment il est pas cohérent, je sais pas, qu'il a l'air d'avoir différents discours, s'il y a de la culpabilisation, si c'est quelqu'un qui se victimise beaucoup, ou que... En fait, si quelqu'un... J'avais lu une phrase comme ça, je sais plus ce que c'était, mais quand quelqu'un te reproche de ta réaction parce qu'il t'a manqué de respect, c'est déjà un red flag, quoi, tu vois. Enfin, moi, il me faisait des horreurs, du coup, j'étais dans un état, je pleurais et tout, puis il disait « Oh, arrête de pleurer, tu casses l'ambiance !» What, pardon, en fait, tu vois. Donc déjà, des trucs comme ça, qu'ils nous font des trucs qui nous font sentir pas bien, et en plus, on nous reproche ça, ou en tout cas, quand il y a de la culpabilisation comme ça, quand on n'a pas trop envie de faire quelque chose, et que c'est pas respecté, en fait. Quand vous vous retrouvez à faire ou à dire des choses ou l'inverse, mais que vous n'auriez pas fait ou qu'au contraire vous auriez fait, c'est déjà pas bon signe. Et aussi l'autre jour tu me demandais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande si telle personne aime. En fait déjà rien que te poser la question, pour moi c'est un signe. Et par exemple, dans mon cas, un jour, il m'avait dit, parce qu'il avait des enfants, il était divorcé, il m'avait dit, à la fois en rigolant et à la fois avec mépris, que son ex-femme avait dit au juge que c'était un pervers narcissique, mais bon, les psys l'avaient rencontré et ils avaient dit que pas du tout. Et le lendemain, qu'est-ce que je faisais ? J'allais voir sur internet c'est quoi un pervers narcissique. J'allais regarder les critères et je me souviens qu'à un moment je suis tombée sur un article qui disait 5 signes et que vraiment j'avais ce gars en tête et que je me disais est-ce qu'il a ça ? Ouais. Est-ce qu'il a ça ? Ouais. Et il avait genre 3 signes sur 5 ou un truc comme ça. Et un j'hésitais et un je pensais que non. Mais en fait rien que ça, c'est sûr que déjà c'est un putain de manipulateur toxique en fait. C'est comme l'histoire du burn-out, quoi. Ah, je pense que si je reste, je vais faire un burn-out. Non, en fait, si l'idée te parle, c'est déjà un sacré signe, quoi. Et du coup, je change complètement de sujet. Mais du coup, maintenant, tu bosses dans un... Enfin, t'as 2 casquettes pour l'instant. T'es dans une association d'animation. Tu fais de l'éducation relative à l'environnement. Voilà. Et tu travailles dans une épicerie marché, je sais pas si je peux citer. Donc, un marché bio couvert. à Bruxelles. Il y en a plusieurs. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de, entre guillemets, complètement changer comme ça de vocation ? En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est pas toujours un choix. Des fois, par exemple, pourquoi j'ai arrêté le journalisme ? Parce que je pense qu'en fait, j'en pouvais plus, il fallait que j'arrête pour ma survie, et j'ai eu ce projet au Canada. Après, au Canada, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois ? Je sais pas quel métier me plairait. À une époque, j'avais pensé institutrice, mais bon, j'avais déjà 5 ans d'études, je me dis institutrice, encore faire 4 ans d'études, trop compliqué, non. Donc déjà je suis rentrée, j'étais en dépression, j'étais pas capable de travailler. L'angoisse, la mort pour moi de retourner travailler. Horrible. Mais surtout travailler dans le journalisme, non ? De retourner dans le... Non, travailler tout court. Travailler en tout fait, court, tout me faisait... quand t'es en dépression profonde, tu n'as plus aucune protection. En fait, c'est ton cerveau, il a tellement dû... tu vois, lancer des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais neurotransmetteurs ou je sais pas quoi. Tellement produire des trucs pour compenser le stress, l'anxiété. Parce qu'en fait, une relation toxique, c'est hyper anxieux. T'es tout le temps sur le qui-vive parce qu'en fait, à tout moment, ça peut dégénérer. Tu marches tout le temps sur des œufs, quoi. Tu te marches tout le temps sur des œufs, t'es tout le temps maltraité émotionnellement et tout. Et du coup, en fait, ça te vide. Ton cerveau, il est épuisé, il n'y a plus de neurotransmetteurs, t'as plus d'énergie, t'es vraiment une carpette. Et donc, tout te fait peur, en fait. T'es plus capable de faire face à la vie, à la truc. Et donc pour moi c'était la mort de retourner travailler, et donc ça m'a quand même pris 1 an et demi, non 2 ans, bref je sais plus la temporalité on va dire, je crois que c'est 1 an en Belgique sans beaucoup travailler, et puis après, et en gros je me suis dit je vais faire l'agrégation, c'était le compromis, donc comme j'avais déjà un master, je pouvais faire 1 an de formation pour pouvoir enseigner, mais du coup pas en primaire, en secondaire supérieur.
Et je me suis dit, ben, c'est bien d'étudier, mais à un moment, il faut gagner de l'argent. Et donc, je me suis dit, bah, je vais trouver un boulot alimentaire. Mais, wrap-up, petit souvenir qu'il faut que ça ait du sens, que ce soit en accord avec mes valeurs. Il faut plus que j'aille. Parce qu'un truc qui m'a dégoûté aussi de ce que je faisais en tant que journaliste, c'est que c'était pour une boîte privée qui, du coup, veut rémunérer ses actionnaires via la publicité. Pour que la publicité rémunère bien, il faut qu'il y ait beaucoup d'audience. Donc en fait, t'es dans un truc méga capitaliste qui n'était pas du tout mon truc, et dans un truc, pour le coup, où t'as pas beaucoup de gens qui pensent à l'écologie, au bio, enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc je voulais un truc plus avec mes valeurs, et donc je me suis dit, ben voilà, je vais postuler. Donc j'ai postulé dans ce marché bio-là et dans un autre magasin bio, tous les deux proches de chez moi. Et bah, c'est cool, c'est le marché couvert qui m'a engagée. Donc c'était ça, c'était pour les valeurs. Et aussi, via leurs réseaux sociaux, souvent ils présentaient les membres de leur équipe. Et en fait, ça avait l'air cool de travailler là. Et c'est vraiment cool de travailler là. Enfin, les gens sont vraiment cool. Et donc, donc voilà, j'ai pas été déçue sur ce point-là. Et du coup, l'autre partie, animation nature, c'est... Donc je suis rentrée du Canada, j'allais pas bien, donc j'étais incapable de travailler, donc j'étais au chômage. Et malgré tout, parce que bon, je dis que j'étais pas bien, enfin oui, je passais beaucoup de temps juste à souffrir dans mon canapé, mais je veux dire, l'air de rien, j'ai fait beaucoup de choses aussi. En fait, j'ai essayé de faire des choses qui m'intéressaient, qui pouvaient me nourrir, donc j'ai fait des ateliers, des formations et tout. Et notamment un métier qui me parlait, parce que moi j'étais animatrice, tu le sais, puisqu'on était ensemble au scout, mais j'étais animatrice scout, et c'est vrai qu'à l'époque je me disais, oh, t'imagines, ça serait trop bien que tu sois payée pour être chef scout, quoi. Ça c'est un putain de métier, tu vois. C'est vrai que ce serait incroyable. Et donc en fait, voilà, et donc en fait je me suis dit, tiens, animatrice nature, ça rejoint un peu le machin. Et j'ai cherché et trouvé une formation animatrice nature, enfin animateur nature. Et t'avais des formations gratuites, ça c'était ouf aussi, c'est gratuit pendant l'année. Et du coup l'été, t'animes bénévolement 1 ou 2 semaines de stage de plaine verte, quoi. Et ça ressemble très fort aux scouts, sauf qu'ils logent pas sur place et que, enfin voilà, c'est des enfants qui vont pas forcément chez les scouts. Enfin c'est quand même différent, mais en gros c'est quand même apprendre dans la nature, sur la nature, par la nature. Et donc j'ai fait ça comme bénévole pendant 2 ans. Et en fait, pendant que je travaillais au marché bio, depuis déjà 1 an et demi, un jour ils m'ont appelé en disant ah ben voilà, on a besoin de renfort, est-ce que ça t'intéresse? Et donc c'est eux qui sont venus me chercher parce que bah, on avait déjà travaillé ensemble vu que j'étais bénévole et que voilà. Mais tu vois, moi ce que j'aimais trop chez les scouts, c'est qu'on connaissait bien les enfants. Ouais. Vu qu'on les suivait pendant 1 an. Et c'est ça que je me dis, avec ton boulot d'animatrice nature, t'as pas le temps vraiment de suivre les enfants, j'imagine que tu les vois un peu, et puis tu changes d'école, etc. Oui, parce qu'il y a plusieurs aspects au boulot, mais par exemple, typiquement les plaines vertes pour lesquelles j'étais bénévole, ben, c'est clair que, bam, on les voit pendant 5 jours, après t'apprends quand même à les connaître, mais ça se trouve tu les verras plus jamais, tu les avais jamais vus avant. Et puis il y en a quelques-uns qui reviennent chaque année, que t'as pas forcément chaque année dans ton groupe, parce qu'il y a différents groupes d'âge et je change de groupe d'âge et tout. Ben oui, t'as moins cette relation qui est à la fois sur l'année et hebdomadaire quasiment, et en plus, nous on a genre grandi ensemble, tu vois, genre il y a des gens qu'on a côtoyés au scout pendant 24 ans, quoi. Ou 20 ans pour ceux, ou même 10 ans pour ceux qui ont fait moins d'années, mais oui, il y a moins ça. Que par exemple un prof aura plus, parce qu'il aura les mêmes élèves toute l'année. Au moins t'as 1 an pour suivre les enfants. Après moi je préfère la posture d'animatrice que la posture de prof. Oui, je suis moins à l'aise dans la posture de prof. Bah, c'est trop scolaire, les règles, les prises de notes, je suis moins... peut-être comme j'ai un peu le syndrome des fois de l'imposteur, ou que j'ai pas... Enfin, j'ai de l'autorité et tout, mais je sais pas, je suis moins à l'aise dans le... Voilà. Non, je comprends. Et aussi, c'est peut-être moins dans tes valeurs, parce que l'air de rien, quand t'enseignes, ça dépend où, mais t'es quand même toujours un peu soumis au programme, quoi, donc... Oui, c'est sûr. Après, par exemple, prof primaire, primaire, je trouvais ça cool parce que je me disais, waouh, c'est quand même trop beau, peu importe ce qu'ils vont faire dans leur vie, qu'ils sachent lire, écrire et apprendre à compter. Clairement. Voilà. Donc c'est la base, quoi. Après, en secondaire, il y a moyen de leur apporter plein de trucs.
Enfin, il y a des gens, enfin, il y a des profs, enfin, moi j'ai eu des profs de secondaire super. Ouais, Et clairement. t'as été dans la même école, donc tu vois plus ou moins de qui je parle. Et donc ça peut aussi amener des choses. Mais c'est sûr que, enfin, moi j'ai. En plus, en même temps que ma dépression, enfin tout ça est venu aussi, moi j'ai fait énormément d'éco-anxiété. Donc bien avant le Canada, j'étais encore en école de journalisme à l'époque. J'avais découvert la collapsologie vulgarisée par Pablo Servigne. J'avais lu une interview de Pablo Servigne, c'était genre en 2011 ou 2012, je sais plus. Et ça avait mis des mots sur ce que je ressentais. J'avais déjà une éducation un peu écolo, puis on allait chez les scouts, dans la nature, tout ça, mais bon. Et en fait, oui, bah, juste je me suis dit, un des trucs essentiels pour que les gens aiment la végétation, la faune, la flore, l'environnement naturel et tout, ben, c'est déjà de le connaître, d'y avoir mis les pieds, d'être connecté à cet espace. Et il faut d'abord y être connecté pour se dire, ouais, c'est trop bien, et pour se dire, et triste de voir qu'il est détruit, tué et tout. Donc je me suis dit, c'est cool de connecter les enfants à l'environnement naturel, à leur apprendre des trucs là-dessus, pour semer des graines et que peut-être voilà, il y ait une conscience environnementale. Mais justement, quand tu parles de conscience environnementale, qu'est-ce que tu aimerais par exemple que plus personne ne fasse, quoi? Genre tu prends un truc, tu dis à partir de maintenant, il n'y a plus aucun, je sais pas, belge par exemple, qui ne va faire ça. Ben, c'est peut-être plus abstrait que ça. C'est que plus personne ne se dissocie. Parce que tu vois, nous, on est naturalistes. Enfin, il y a un. Comment il s'appelle Est-ce que c'est. Je veux pas vous dire de grosses conneries, mais je me demande si c'est pas Philippe Descola qui dit que la distinction culture et nature, enfin humain et nature, elle n'existe pas dans tous les peuples, elle n'existe pas sur tous les continents. Enfin, c'est une construction culturelle chez nous. Okay. Et peut-être qu'on n'est plus ça. Okay. Que du coup, quand. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Moi, par exemple, quand je prends l'avion, c'est con, hein, enfin, c'est très culpabilisant encore, hein, mais alors que le problème est beaucoup plus structurel qu'individuel. Mais quand je prends l'avion, j'ai l'impression que je m'abîme en partie et j'abîme là où vivent plein d'autres gens. Et que, tu vois, il y a ce côté, tout est lié et toute action a une cause, une conséquence, pour moi, pour d'autres. Enfin, voilà. Okay. Je sais pas, peut-être plus ce truc. Plus de conscience, quoi. Ouais. Par rapport à que, ouais. Plus personne ne se sente à part de notre environnement naturel, je dirais. Je sais pas si ça résoudrait tout, hein, mais... Ouais. J'aurais pu dire que plus personne ne prenne l'avion, ce serait déjà énorme, tu vois. Ouais, justement, je m'attendais à un truc comme ça. Parce que moi, je me pose souvent la question, genre, parce qu'il y a quelque chose quand même de très culpabilisant, je trouve, dans les discours écologiques maintenant. Et en soi, moi, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins la conscience et de faire gaffe et tout. Mais parfois, genre, je sais plus où donner de la tête, quoi. Oui. Et j'aimerais bien parfois, en tant que bonne petite élève, qu'on me dise bah écoute, à partir de maintenant, tu ne fais plus ça, ça sera déjà bien. Et oui, bah en gros, enfin, je crois que c'est quoi, 98%, 98% des émissions, vraiment du problème, on va dire, écologique, il est chez les multinationales et plutôt structurel. Enfin, voilà. Mais je pense que un truc qui est difficile à scinder, c'est, je pense, capitalisme et destruction du vivant, quoi. Parce que l'air de rien, à vouloir toujours accumuler du profit, bah du coup on produit, oui, mais on produit à partir de quoi? Enfin, donc ça veut dire qu'on détruit, qu'on utilise, qu'on appauvrit, enfin... Voilà, donc je pense que il y a vraiment un truc beaucoup plus structurel, mais j'en reviens à mon souhait là, tu vois, que plus personne ne se sente, enfin, que vraiment on se sente conscient, quoi. Nous-mêmes, la nature et tout, enfin, relié à ça, et vraiment que je pense que ça changerait ce truc-là, parce que je vais pas commencer à aller
m'assoiffer, par exemple, si je pollue mon eau et que j'ai plus d'eau, enfin, m'assoiffer et me pousser, enfin me laisser crever de faim, parce que finalement l'eau elle arrose aussi ce qu'on va manger. Tu vois, je vais pas aller faire ça, ça n'aurait aucun intérêt pour moi. Alors que là, on est encore dans l'idée de non, mais ça va, moi j'ai mon eau purifiée, moi j'ai ma maison, moi j'ai ma grosse bagnole, moi j'ai ma vie qui est cool. Et il y a encore vraiment ce côté. Mais pour revenir au côté plus culpabilisant que tu disais, je pense que justement, si on est conscient de ce truc-là, mais vraiment dans sa chair, et ça, je sais pas comment on peut arriver à ça, tu vois. Enfin, moi, je pense vraiment qu'il y a des gens que ça changera jamais et voilà. Enfin, je suis passée par des phases où vraiment j'étais désespérée, quoi. Enfin, et des phases où justement j'étais dans l'activisme écologique et je voulais absolument... Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, je m'épuisais pour un résultat vraiment minime, que je prenais des risques aussi, enfin voilà. Et à un moment, j'ai dû dropper le case, comme je dis des fois, genre lâcher l'affaire en mode, ok, non, en fait, on va... Enfin, en fait, ce qui est super triste, c'est qu'on va souffrir. Enfin, il y a des gens qui souffrent déjà. Il n'y a qu'à voir les sécheresses, les inondations, les famines. Ah, on n'en parle pas, tu vois, à Madagascar, il y a eu la première famine liée au changement climatique. Enfin voilà, après, bon, il y avait déjà les guerres avant, hein. Enfin, je veux dire, il y a aussi du géopolitique là-dedans, mais... Ouais. Okay. Voilà, je pense que... Est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose ou parler de quelque chose pas spécialement, j'espère que je vais pas trop parler de moi et que j'ai réussi à plus ou moins généraliser pour que ça serve à quelqu'un. C'était parfait. Ok, trop cool, merci Po. Mais donc, ah oui, je voulais juste dire, ça c'est un bon outil si jamais justement vous voulez faire un peu comprendre ce que c'est d'avoir vécu une relation toxique ou pour vous-même le comprendre par rapport à quelqu'un qui l'aurait vécu ou juste vous vouloir vous prémunir face à ça. Je trouve que ce livre, Tant pis pour l'amour, de Sophie Lambda, il explique assez bien et de manière assez ténue en quoi ça consiste, parfois plus que certains films aussi qui doivent un petit peu caricaturer les choses. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est tellement implicite, invisible, que c'est super difficile à expliquer, à faire comprendre et même à faire reconnaître de l'extérieur ce qu'on a vécu, quoi. Yes. Voilà. Merci. Merci à toi. Alors, je sais pas s'il y avait quelqu'un, je vois 2 spectateurs, mais en tout cas merci beaucoup d'être venus et j'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.